Bonjour et bienvenue au N3S Podcast Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. Je suis votre hôte Vincent Mandeville et je suis avec mon comparse de toujours, Guillaume Lacerte. Hey, salut Vincent, salut tout le monde. Ça roule? Ah, ça va bien, ça va bien. Je suis bord d'aller souper, ça va faire du bien. Il est presque 9 heures le soir puis j'ai pas encore mangé, je suis pas un bon exemple. Ouais, faut dire qu'on a eu quelques petits problèmes techniques avec notre invité qu'on va vous présenter dans quelques instants, mais sinon, toi, Guillaume, quoi de neuf? Ah, ça roule, le début de session bat son plein, mais là, je suis en train de passer, là, c'est pas le rush de septembre, les rénovations vont bien, santé va bien, je suis en pleine forme, j'ai pris du soleil toute la fin de semaine. Fait que non, je peux pas me plaindre en ce moment. Il y a juste ma copine qui est un peu loin, mais on va être réunis dans une semaine. Fait que ça me rend très heureux. Ouais, parce qu'entre Gatineau et Sherbrooke, il y a quand même un petit peu de millage, on se le cachera pas. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas de voiture. Fait que, à vélo, c'est un peu plus long. C'est quoi, 500 kilomètres? À peu près, je pense. C'est 4 heures de voiture environ. 3h30, 4 heures. Là. OK, fait que C'est pour toi, souvent c'est 8 heures de vélo. plus 5 jours, mais ouais. Bah. Ça dépend de ma motivation. Donc, Toi, Vincent, comment ça va? je dois avouer que ça roule. J'étais en vacances il y a 2 semaines, puis là, ça fait 3 semaines, 2, 3 semaines, je suis revenu au boulot, puis ça rentre dedans. Mais c'est pas grave, c'est le fun. J'aime ce que je fais. Je me promène, partager entre le gym puis les entreprises, la formation, l'ajustement de poste, c'est ça fait du bien faire une petite différence, même si je suis pas sur une plage, juste à me faire griller, bronzer, ou faire du hiking, C'est le dilemme, hein? Si on pouvait changer le monde en étant sur une plage. si seulement. Mais ouais, je t'avais dit que j'étais allé en Nouvelle-Écosse faire justement du hiking puis trip de camping. Donc, tu recommandes? C'est pas du hiking qui est très difficile, c'est peut-être un petit peu plus familial, mais les paysages sont vraiment très très beaux sur la Cap-Breton là, c'est de toute beauté. Ah, je vais me mettre ça sur ma liste. Donc on pourrait peut-être passer à présenter notre invité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, vas-y, je te laisse faire ça. T'as bien fait ça dans le... C'est la première fois, puis c'est spectaculaire de devoir enchaîner autant de titres d'un coup parce qu'on a quelqu'un de décoré, là. Oui, c'est alors notre invité s'appelle le docteur Patrick Freud, puis je vais vous épargner sa très longue liste de diplômes, essentiellement baccalauréat en sciences, donc en anatomie en psychologie, doctorat en chiropratique, il a un diplôme en neurologie chiropratique. Il pratique la chiropratique depuis 20 ans à peu près. Il a été sur l'équipe qui a remis Sidney Crosby sur pied après 11 mois de symptômes de traumatisme crânien. Donc, c'est pas pour faire un jeu de mots parce que c'est un chiropraticien neurologue, mais le gars, c'est un brain. Tu l'as vu Chaque... venir d'avance, hein? Non, même pas, mais à chaque fois, je suis toujours impressionné par ton habileté à sortir ça de nulle part. Ouais, je l'avais pas planifié d'avance, mais qu'est-ce que tu veux, ça sort comme ça. Donc, écoutez, le docteur Freud nous a entretenu pendant un bon 45 minutes sur toutes sortes de sujets, sur sa perspective de la santé, sur comment traiter un traumatisme crânien, sur c'est quoi l'approche chiropratique en neurologie fonctionnelle, sur les aspects de la santé. C'est quelqu'un qui est paléo depuis 7 ans, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est intéressé, puis ça paraît dans son contenu. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'entrevue. En tout cas, Guillaume et moi, on a beaucoup appris en le faisant. Donc, groupe, je vous suggère qu'on aille rejoindre le docteur Patrick Freud. Alors, groupe, Guillaume et moi sommes en présence du docteur Patrick Freud. Alors, préparez-vous bien parce que c'est un invité qui a énormément de qualifications. Donc, il détient un baccalauréat en sciences haute distinction en anatomie et en psychologie de l'Université McGill, un doctorat en chiropratique avec mention de très haute distinction de l'Université Parker à Dallas, au Texas, un diplôme de neurologie chiropratique avec très haute distinction de l'Université du Québec à Trois-Rivières. En 99, c'est le premier chiropraticien engagé par la faculté de médecine de l'Université McGill, professeur adjoint en anatomie pour les étudiants de première année, de quatrième année et les résidents en chirurgie orthopédique.
C'est un praticien axé sur les cas neurologiques complexes comme les commotions cérébrales, troubles du mouvement, problèmes vestibulaires, équilibre, troubles neurodéveloppementaux, céphalées, syndromes douloureux, les maladies démyélisantes, les maladies neurodégénératives, les conditions diagnostiquées. Ça a été un praticien, excusez-moi, qui a fait partie de l'équipe qui a remis Sidney Crosby sur pied après sa commotion cérébrale de 2011. Doc, j'espère que c'est pas de même que vous vous présentez à chaque fois que vous serrez la main à quelqu'un. C'est pas mal plus court. Pauvre Vincent qui manquait de souffle. Oui, surtout après tous les déboires qu'on a eu pour faire enregistrer cette émission-là, chers auditeurs, je peux vous dire que c'était pas de la tarte. Donc, en fait, le docteur Freud nous a été recommandé par une de nos auditrices, dont je dois avouer le nom m'échappe. On n'est pas des très bons référenceurs, mais docteur, quand vous vous présentez justement, vous dites que vous êtes entre autres un chiropraticien ou un adepte de neurologie fonctionnelle, ça veut dire quoi pour vous, neurologie fonctionnelle? Comme le nom suggère, on regarde le fonctionnement du système nerveux. Alors, tout ce qui est les nerfs, tout ce qui est par rapport au cerveau. Et on détermine avec différents tests, un examen neurologique, quelle partie du système nerveux fonctionne bien, quelle partie du système ne fonctionne pas bien. Et on essaie de faire des liens entre l'examen physique et les symptômes d'un patient. Et de là, encore on retourne à ce mot fonctionnel. On essaie d'améliorer le fonctionnement des parties qui sont faites. Et on fait ça avec différents exercices neurologiques. Des fois, on va faire des recommandations alimentaires. On va proposer des suppléments. Et moi, comme chiropraticien, je vais utiliser des traitements chiropratiques aussi. Il y a un petit quelque chose que vous dites, puis la question saute tout de suite à la bouche, c'est vous parlez de recommandations alimentaires, nutritionnelles. Nous-mêmes, Guillaume et moi, Guillaume éducateur physique, moi-même ergonome, kinésiologue, on n'est pas, disons-le, qualifié pour faire des recommandations alimentaires. Alors, est-ce que vous avez des craintes, entre guillemets, d'un jour faire des recommandations alimentaires puis de vouloir remettre ça sur le nez? Ou comment est-ce que vous jouez vos cartes dans ce domaine-là? Mais tout commence avec l'examen et l'historique. Alors, quand je vois un nouveau patient en neurologie, moi, je vais voir leur dossier médical au complet. Je leur demande de m'envoyer ça. Des fois, c'est 2 pouces d'épais, mais je prends le temps vraiment de regarder tout. J'envoie un questionnaire aussi. Alors, même avant de voir le patient, j'ai déjà une très, très bonne idée de ses habitudes alimentaires, tout ce qui a rapport avec son historique médical, sa condition présente. Alors, déjà, on peut savoir la fragilité, disons, d'un patient. On sait aussi qu'est-ce qu'on pourrait essayer, à quel point est-ce qu'on doit surveiller nos recommandations. Alors, ce n'est pas qu'on va faire des recommandations puis on voit plus le patient par après. On les suit de près. On voit qu'est-ce que nos recommandations comment ça change leur physiologie, et de là, on modifie l'approche. Alors, c'est jamais, je me sens très compétent et j'ai aucun problème à faire ces recommandations-là, en sachant que je suis le patient de près. Donc, on pourrait dire, au même titre que vous faites un suivi où vous auriez des traitements manuels, des techniques de manipulation, entre autres, vous faites ce même suivi-là au niveau nutritionnel. Donc, c'est cette proximité-là avec le patient qui vous donne, je vais dire, le droit, là, mais qui vous donne, je dirais, la confiance d'émettre ces recommandations-là sans, je vais utiliser le mot, crainte de représailles, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Absolument. Et le tout est basé sur des recherches scientifiques, sur mes formations aussi. Alors, c'est pas des choses que j'invente non plus. Alors, j'ai quand même confiance avec tout le backing qui supporte mes recommandations. Puis, vous nous disiez à Guillaume et à moi un petit peu avant avant de pouvoir enregistrer, ce qui a duré pendant à peu près une demi-heure, que ça fait 20 ans que vous êtes en pratique, donc ce qui est énorme. Est-ce que la nutrition a été un souci pour vous dès le début de votre pratique?
Moi, au début, non. Évidemment, on sait que l'alimentation est importante pour la santé en général, mais pour moi, dans ma pratique, au début, c'était pas quelque chose que je prenais le temps d'examiner avec mes patients. C'est venu plus avec le temps. Et comme tout, je pense, comme n'importe quel praticien qui veut le mieux pour ses patients, on n'arrête jamais de faire des recherches, puis d'être un peu motivé par des patients qu'on ne peut pas aider. Alors, avec le temps, on commence à réaliser, j'ai un groupe de patients peut-être que je pourrais aider d'une autre façon, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui aident, qui font qui aident ces patients-là. Alors, on commence à étudier, puis on étudie, puis on étudie, puis ça n'arrête jamais. Et ça nous permet vraiment d'aider plus de monde. Oui, j'en doute pas un instant. Je sais pas si vous êtes familier avec les travaux du docteur Perlmutter, qui a écrit entre autres le livre Grain Brain, Brain Maker. Oui. Dr. Perlmutter, c'est un neurologue que j'ai connu, ça fait peut-être 15 ans que je le suis. C'est un homme vraiment intéressant, justement parce qu'il est formé en médecine, mais il a compris et il a accepté les recherches qui nous disent les choses qu'on peut faire en dehors de la médecine, en dehors des médicaments, en dehors des chirurgies. Et oui, c'est un homme très intéressant. Ses livres sont fascinants aussi, qui touchent surtout sur l'alimentation. N'importe qui est intéressé justement à comment l'alimentation ou les changements alimentaires peuvent leur aider, surtout au niveau du système nerveux. Perlmutter, une très très bonne ressource. Puis l'approche de Perlmutter est définitivement cétogénique, ou on pourrait dire en anglais le ketogenic diet. Est-ce que c'est quelque chose que vous prescrivez à vos patients ou recommandez fortement, sachant que vous avez des afflictions qui sont principalement neurologiques sous la main? Est-ce que c'est un traitement ou une avenue thérapeutique que vous utilisez fréquemment? Absolument, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment. Encore une fois, on doit faire un peu attention de dire que il y a une diète qui est meilleure qu'une autre. On a tous une physiologie différente. Alors, encore une fois, c'est avec l'examen physique, l'historique, qu'on détermine si oui ou non, ce serait peut-être une bonne approche à essayer. Alors, toute recommandation dans le monde de la santé, peu importe si c'est un médicament ou un exercice ou un changement alimentaire, le but, c'est d'avoir une amélioration physiologique, mais en même temps, c'est comme faire un test. Hein, on essaye, on voit qu'est-ce que ça fait. On souhaite toujours le meilleur, mais on doit toujours surveiller et voir, réexaminer, re-questionner et voir l'effet que ça a sur des patients. Alors, nous, on recommande souvent, Guillaume puis moi, aux gens, si vous pensez que vous seriez sensible au gluten, essayez de supprimer le gluten de votre alimentation 6 semaines. On dit souvent aux gens, essaie le paléo 30 jours. Tu vas voir, ça devrait t'aider. Et si ça marche pas, t'as notre autorisation qu'on gosse plus jamais avec ça. Est-ce que vous avez un intervalle de temps pendant lequel vous suggérez aux gens d'essayer ces protocoles-là, ou est-ce que vous êtes plus du genre, je donne un certain nombre d'informations, débrouillez-vous, voici ce que vous devriez regarder. À quel point est-ce que c'est encadré? Ça dépend du patient. Premièrement, comme vous savez peut-être, changer une alimentation pour certaines personnes, c'est très difficile. On a tous nos habitudes, des fois les changer, surtout quelque chose qui est tellement au quotidien comme la nourriture, ça peut être difficile. Alors je prends ça en considération, je vois l'ouverture du patient et je vois aussi leur état. Quelque chose, s'ils ont une condition un peu plus sérieuse que je pense que le paléo va aider, je vais être un peu plus fort avec mes recommandations. Si ça fait très longtemps qu'ils ont ce problème-là, je vais leur proposer peut-être de le faire un peu plus longtemps. Alors, d'habitude, je dépasse pas 3 mois. Mais d'habitude, 1 mois, on a pas mal une bonne idée si oui ou non ça fonctionne. Puis, quelle modification peut-être qu'on doit regarder. Mais en général, je dirais entre 1 mois
et 3 mois. OK. Parce que souvent, on décrit de plus en plus de maladies comme étant des maladies inflammatoires, entre autres l'obésité, peut-être même le cancer serait lié à des niveaux plus grands d'inflammation. Est-ce que les maladies neurologiques pourraient rentrer dans ce pattern-là? Absolument. Alors, quand on regarde la grosse majorité de problèmes neurologiques, ils vont avoir un aspect inflammatoire. Alors, si on voit qu'un patient a probablement une inflammation chronique qui peut se produire au niveau des problèmes intestinaux, peut-être c'est un problème immunitaire, peut-être on voit des problèmes ou des lésions à la peau, comme exemple. Ça nous donne des petites indications que, peut-être cette personne-là a une inflammation chronique. Et on sait que un des systèmes le plus touchés avec l'inflammation chronique, c'est justement le système nerveux et le cerveau. C'est fascinant comment tout se rejoint, là. Oui, absolument. Et c'est justement pour ça aussi que le système nerveux est tellement fascinant, parce que le système nerveux en particulier va avoir un effet, un contrôle, une certaine coordination sur tous les organes. Fait que j'imagine aussi que, tu sais, qui ont confirmé récemment que le système immunitaire était lié avec le cerveau. Ça a dû confirmer un paquet de genre découvertes sur le terrain, là. Ça, c'est vraiment fascinant, parce qu'on commence à regarder ce qu'on pensait étaient des problèmes rares il y a 20 ans. On voit maintenant, c'est pas si rare que ça. Alors, Est-ce que un exemple de ça? le cœliaque, si on se parle de Oui. paléo, le gluten, le cœliaque, c'en est un gros. On pensait à l'époque que les problèmes de cœliaque égalent des problèmes intestinaux. Maintenant, avec les technologies qu'on peut faire avec des prises de sang, des biopsies, etc., on sait qu'un patient peut avoir aucun problème intestinaux, aucun symptôme, mais que le gluten affecte d'autres systèmes dans leur corps. Et on voit de plus en plus maintenant avec la recherche que justement, quelqu'un qui n'a pas de symptômes intestinaux, ce n'est pas une raison pour croire qu'il n'a pas le cœliaque. Donc, Ça va. à ma compréhension, la maladie cœliaque est justement mal testée, mal diagnostiquée au Québec. Donc, j'ai pas les données ou les statistiques, évidemment, près de moi, juste pour bien faire, mais est-ce qu'à votre connaissance, ce phénomène-là de maladie cœliaque, est-ce que c'est dû au fait qu'il y en a plus, ou c'est juste un phénomène de conscientisation des praticiens qui sont juste plus conscients que ce problème-là est peut-être juste toujours présent? Je pense peut-être que c'est un peu des deux. Aussi, on a un chemin à avancer aussi, parce que les techniques qu'on utilise pour voir si un patient a une réaction au gluten, typiquement ceux qu'on fait à l'hôpital, on sait qu'ils sont pas complets, ils sont pas assez précis. On a maintenant des laboratoires spécialisés pour justement voir toutes les parties de la molécule du gliadin, la protéine du gluten, pour voir justement d'une façon plus précise si quelqu'un a une réaction négative ou pas. Alors oui, ça va dans la bonne direction. Le fait que on va pas se le cacher, c'est un peu comme une mode aujourd'hui. Ça devient quelque chose que le monde vont regarder un peu plus en profondeur pour voir si justement c'est un problème qu'ils ont eux-mêmes. On a juste à regarder dans les épiceries toutes les sections sans gluten qui prennent de l'expansion. Puis aussi les pourtours d'épicerie qui sont de plus en plus visités, les allées qui sont de moins en moins visitées, justement les gens qui cherchent des produits plus frais, des produits moins transformés. Donc, une autre question qui me vient en tête par rapport à votre pratique, c'est qu'un chiropraticien, on associe ça de façon typiquement musculo-squelettique, donc des traitements, on va se faire craquer, Or, comme votre spécialité est neurologique, en 20 ans, est-ce que vous avez vu une augmentation ou une spécialisation des cas associés à des afflictions neurologiques?
Ce qui est intéressant avec la chiropratique, c'est qu'il y a toujours eu un aspect neurologique à la pratique. Et c'est pas juste dans ma pratique, ça fait vraiment partie de la profession du début. Alors, si on regarde même le premier ajustement chiropratique a été donné à un homme qui il s'est fait mal au dos et par hasard, il est allé voir ce praticien qui lui a dit, ben où est-ce que tu as eu mal? Il a dit, ça m'a fait un craquement ici. Puis le praticien lui a touché la colonne. Il a dit, je sens quelque chose qui ne va pas ici. C'est comme une vertèbre qui est déplacée. Est-ce que tu me donnes permission de la pousser, la manipuler? et bien sûr, il a dit oui. Et on sait que 3 jours plus tard, son ouïe est revenu. Alors, à la base, on peut appeler ça comme un miracle chiropratique, mais à la base, depuis la conception de la profession, on a essayé de comprendre les bienfaits de la chiropratique à travers le système nerveux. Et on sait maintenant, avec la recherche scientifique, et c'est assez logique quand même, quand on bouge, peu importe si on le fait d'une façon volontaire, hein, je fais de l'exercice, je bouge, ou quelqu'un me fait des ajustements chiropratiques, le mouvement est clé au système nerveux. C'est le mouvement qui stimule des récepteurs dans les muscles, dans les articulations. Et ces récepteurs-là vont envoyer des signaux au système nerveux. C'est pour ça qu'on sait que l'exercice, en général, a tellement de bienfaits à la santé, à l'humeur, à la cognition. La raison pour laquelle, à la base, c'est une stimulation de récepteurs qu'on trouve dans les articulations, dans les muscles. Et la chiropratique, la beauté de la chiropratique, c'est qu'on peut trouver des régions dans le corps où ce que le mouvement est aberrant, où ce que le mouvement ne fonctionne pas bien. Et avec différentes techniques chiropratiques, on peut remettre le mouvement à la normale. Et ça stimule encore une fois ces récepteurs qui vont avoir un effet de bienfait sur le système nerveux. Alors, quand je vois des patients avec des problèmes neurologiques, je sais que je peux faire certains ajustements chiropratiques pour avoir un effet sur différentes parties de leur cerveau. Et ça, c'est une thérapie que je dirais est assez puissante comme technique. Je sais pas si c'est partout, mais dans mon domaine, avec mes collègues, dans ma profession, on a toujours des histoires. Chaque chiropraticien, si vous rencontrez un chiropraticien un jour puis vous voulez qu'il parle pendant des heures, demandez-lui s'il a déjà vu des miracles dans sa pratique. Et je peux vous dire que tous les chiropraticiens que je connais peuvent vous dire des histoires de choses comme le premier ajustement chiropratique avec la restauration de l'ouïe. C'est assez fascinant. C'est pour ça que je suis encore passionné. OK, on va y aller, là. Est-ce que vous avez déjà vu un miracle dans votre pratique? La porte est ouverte, là. C'est quoi les meilleures situations que vous avez vues? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que un de mes mentors, Dr. Carrick, justement, qui était le chiropraticien qui a soigné Sidney Crosby avec l'équipe que je faisais partie, il a déjà dit, les miracles, c'est quelque chose qu'on s'attend pas à voir. Mais quand on commence à voir des miracles et des miracles et des miracles un après l'autre, on commence à comprendre que c'est quelque chose, une attente clinique. On s'attend de voir des miracles. Mais parce qu'on comprend ce qu'on fait. Si je ne m'abuse, c'est Isaac Asimov qui a dit quelque chose du genre pour quelqu'un de pas assez intelligent, d'assez avancé, entre la magie puis la science, il n'y a pas de différence vraiment. Très intéressant, très vrai. Alors oui, je peux vous dire que j'ai eu ce qu'on pourrait appeler des miracles, des cas assez spéciaux dans ma clinique qui, écoute, j'en pense à quelques-uns puis j'ai des frissons encore parce que on peut vraiment changer des vies si on comprend qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, si on a une approche qui peut changer le fonctionnement de leur cerveau. Donc, c'est une approche, ça peut être ultra simplifié, mais que je vais appeler bilatérale, parce que vous avez autant une composante qui est mécanique, musculo-squelettique là-dedans que neurologique. Donc, on doit rétablir l'un, on a besoin de l'autre, donc les deux
s'entretiennent mutuellement, mais doivent bien fonctionner justement pour que Petit Train aille loin. Absolument, absolument. Et on doit regarder vraiment l'ensemble de la personne parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, nos relations sociales, tout affecte notre cerveau et son fonctionnement. Alors, si on veut vraiment avoir un effet sur notre neurologie, notre cerveau et je dirais même notre bonheur, il faut vraiment regarder la personne au complet, holistique, pour pouvoir leur aider. Est-ce que Guillaume... Ah ben, avais-tu une question, Guillaume? Ouais, ben ça, on parlait du mouvement tantôt pour à quel point c'est important pour le corps puis pour le cerveau, là. Personnellement, est-ce que les mouvements que vous recommandez à tout le monde, des routines que vous recommandez, ou est-ce que c'est plus une recommandation générale, là, comme marcher plus ou pédaler plus? Ben, je dirais, Guillaume, t'es professeur en éducation physique. Oui. Tu sais l'importance du mouvement? Oui, ça, oui. Alors, la première chose à dire, c'est que ça dépend du patient. Alors, si on regarde la population, on a un problème d'inactivité, hein? On le sait bien. Effectivement. Alors, pour tes étudiants, par exemple, si quelqu'un ne bouge pas ou à peine, on va pas commencer à leur donner des exercices complexes. On va juste leur dire, écoute, va marcher. Ouais. Trouve-toi quelque chose juste pour que tu puisses bouger. Va à la piscine, nage un peu. N'importe quoi. Alors, à la base, oui, c'est vrai, on doit regarder, pour moi, si je vois un patient qui bouge à peine, on va pas compliquer les choses, je vais juste leur demander de trouver une activité qu'ils vont aimer, qu'ils vont faire régulièrement, sans que ça soit des devoirs, mais d'essayer de trouver un peu de bonheur. Puis on sait tous que des fois, se motiver à faire l'exercice, c'est pas toujours facile. On a tellement de choses à faire dans notre vie. Mais on doit faire ça, on sait que c'est une priorité. Alors de trouver le lien qui fait que c'est le fun, c'est un point important. De là, si quelqu'un est déjà actif, déjà il fait une certaine base d'exercice. Il est cassé la glace. C'est ça. Ben de là, oui, on peut faire des exercices spécifiques pour la personne, dépendant de leur problème neurologique. Alors, quand on pense au mouvement, tout mouvement a un début, a une fin et a une certaine vitesse et une coordination entre les deux. Hein? Si je m'allonge le bras pour prendre un verre d'eau, je commence le mouvement. Je dois coordonner mon mouvement pour viser le verre. Je dois aller à une certaine vitesse, pas trop vite. Et je prends mon verre d'eau, c'est la fin de mon mouvement. Alors, différentes parties du cerveau vont contrôler tous ces aspects de mouvement. Alors, si on voit quelqu'un, par exemple, qui a du Parkinson's, le Parkinson's a de la misère à commencer des mouvements. Ils vont souvent être figés. Hein, si on regarde la figure de quelqu'un avec du Parkinson's, on pense à Mohamed Ali, c'est comme un masque. Hein, on a de la misère à initier du mouvement musculaire. Alors, on va devoir lui donner des exercices qui visent surtout l'initiation de mouvement. Si on a quelqu'un qui a des problèmes de cervelet, le problème de cervelet, ça ressemble un peu à des tests qu'un policier va faire avec quelqu'un qui soupçonne avoir bu. Hein? Quand j'ai des policiers dans ma pratique, je ris toujours en leur faisant les tests du cervelet parce que je leur dis, tu dois reconnaître ces tests. On sait que l'alcool, par exemple, affecte le cervelet. Alors, quelqu'un qui a un problème de cervelet va peut-être paraître un peu sourd, hein, un manque de coordination en général. Alors, on va devoir leur donner des exercices qui visent surtout la coordination. Et ainsi de suite. Alors, les exercices sont basés spécifiquement sur ce qu'on voit sur l'examen physique. Donc, cette composante-là de mouvement est importante. Puis, en tant qu'ergonome, je veux dire, je vois des populations de gens qui sont assis à longueur de journée. Est-ce que le simple fait juste de changer de posture, donc je vous parle en ce moment, moi-même je suis debout, j'ai une station assis debout, j'ai levé ma table pour être en position debout. Est-ce que juste le fait
de changer de position, même si à chaque demi-heure, ça apporte des bénéfices ou somme toute, c'est chou blanc, vert chou, chou vert? Non, absolument, il faut bouger. Alors, le plus qu'on bouge, le mieux. Si on vient d'un point de vue d'inactivité, là, c'est sûr qu'on doit faire attention. Il y a du monde qui s'entraîne trop aussi. Ouais, Mais en général, la règle, c'est du monde qui sont assis, ils déjeunent assis, ils rentrent dans leur voiture, ils sont assis, ils vont au travail, ils sont assis, ils retournent à la maison, ils sont assis pour souper, ils sont assis devant l'ordinateur ou la télévision, puis là, ils vont se coucher. Alors, oui, juste de bouger, de trouver une façon de bouger, de se lever à chaque demi-heure ou d'avoir justement un poste de travail où ce qu'on peut être debout des fois, assis des fois. Juste de changer les positions, c'est vraiment la clé. Donc, on a parlé un petit peu d'alimentation, on a parlé un petit peu de mouvement. On décrit souvent, Guillaume puis moi, les piliers de la santé comme étant l'alimentation, le mouvement, entre autres la gestion du stress, le sommeil, l'aspect social. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sphères ou d'autres piliers de la santé, si on peut les appeler comme ça, que vous voyez, que vous abordez avec vos patients? Je pense que vous avez vraiment nommé les parties de la santé les plus importantes. Je pourrais ajouter peut-être à ça pourquoi. Si on veut une meilleure santé à travers l'alimentation, à travers la gestion du stress, le sommeil, les liens sociaux, pourquoi? Alors, on voit du monde des fois qui ont une routine exemplaire, parfaite. C'est comme des machines. Mais ils sont des machines. Alors, on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait un effort sur justement se pousser dans le derrière des fois pour aller courir, pour aller nager? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, je pense pour avoir du bonheur, pour avoir une bonne vie qu'on aime, on aime notre vie, quelque chose qui nous permet de contribuer aux personnes autour de nous. Je pense qu'on ne doit pas perdre la raison pour laquelle on veut être en santé aussi. Ça me permet d'aborder une question qu'on aborde systématiquement avec nos invités, qui serait justement, puis je pense que vous allez peut-être répéter ce que vous venez de dire, votre définition de la santé. Comment est-ce que vous définiriez la santé? Si un patient vous dit, oui, mais la santé, c'est quoi pour vous, doc? Vous leur répondez quoi? Je dirais que la santé, c'est un bien-être et une bonne capacité de s'adapter aux changements autour de nous. Si on regarde la définition du stress, ou c'est quoi le stress, ou c'est quoi qui nous aide à survivre à la base de notre physiologie de survie, c'est d'être bon à s'adapter au stress. Mm-hmm. Alors, le stress, c'est quoi? Hans Selye a été interviewé il y a longtemps, puis on lui a demandé c'est quoi le stress exactement, puis il a dit, ben, si je pouvais vous dire dans un mot c'est quoi le stress, c'est le changement. Mm-hmm. Alors, tout ce qui change autour de nous va créer une réponse physiologique à l'intérieur de nous. Et dépendant comment on réagit justement, ça peut être d'une façon très sous-consciente, physiologique. On peut réagir au stress autour de nous de façon émotionnelle. On peut réagir au stress autour de nous de façon intellectuelle. Mais peu importe, la facilité de surmonter et d'apprendre comment surmonter le stress et d'apprendre en général, je pense que c'est ça la clé de la santé. Avoir du bonheur et savoir s'adapter aux changements autour de nous. Oui, absolument. Quand vous décriviez un petit peu plus tôt là, le fait d'avoir un but, d'avoir un objectif, vous êtes peut-être familier avec les études sur les blue zones, donc les zones bleues, les zones où les gens vivent à centenaire et même plus. Puis je pense qu'un des points communs qui revenait dans toutes ces zones-là, c'est moins l'alimentation, c'est moins l'activité physique que le fait que ces gens-là aient un objectif, ne serait-ce que, par exemple,
des Japonais qui s'occupent d'un petit jardin, par exemple, et un cercle social qui soit très fort. Est-ce que c'est, encore une fois, quelque chose que vous avez observé, constaté, avec lequel vous êtes d'accord? Absolument, absolument. Tu sais, à la base de la santé, c'est la vie, hein. C'est cette chose à l'intérieur de nous qui nous anime. C'est l'intelligence qui circule à l'intérieur de nous. Et à la base de la vie, ben c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Tu sais, est-ce que tu veux avoir une routine où est-ce que tu suis certains conseils alimentaires, exercices, etc. pour aller te coucher à la fin de la journée puis dire OK, on recommence tout demain. Je pense cette idée de contribuer, d'améliorer la vie du monde autour de nous, le monde, je veux dire, humain et physique. Je vois la passion pour le domaine médical, là, puis la chiropratique, puis aider les patients. C'est ça. Puis, parlons de quelqu'un qui vit vraiment pour qu'une chose. Donc, vous avez été un des thérapeutes sur l'équipe qui a traité Sidney Crosby pour le remettre au jeu. Puis, évidemment, c'est un podcast québécois, donc aucun doute qu'il y a plusieurs mordus de hockey parmi les gens qui nous écoutent. Donc, Sidney Crosby, commotion cérébrale, il y en a eu plusieurs. Quelle approche est-ce qu'on prend quand on a quelqu'un qui a une commotion cérébrale? Puis je sais que votre réponse va commencer par « ça dépend », mais n'hésitez pas à donner plusieurs exemples avec Monsieur Crosby, par exemple, parce que, veut pas, une vedette comme il est, on aimerait ça entendre parler un petit peu de lui, de ce qu'il a vécu. Oui. Dans une commotion cérébrale, il y a différents aspects qu'on doit regarder. Premièrement, le fait que c'est un traumatisme. Si je me frappe le pouce avec un marteau, c'est un traumatisme un peu comme le cerveau à l'intérieur du crâne d'une personne qui a une commotion. On sait qu'il va avoir un aspect inflammatoire. Alors à la base, si on se parle d'alimentation, de suppléments, la chimie de l'inflammation peut être affectée justement avec des changements alimentaires ou des suppléments. Alors ça c'est une chose à regarder. Deuxièmement, l'aspect purement mécanique. Alors, notre grosse tête est sur un petit coup et quand on se fait brasser, c'est pas rare qu'on va avoir des problèmes au niveau cervical. Alors, comme chiropraticien ou n'importe qui fait des thérapies manuelles, on sait qu'on doit examiner les muscles, les articulations, les ligaments, etc. De la colonne, pour voir justement à quel point il y a des malfonctionnements. Il y a des études intéressantes qui disent même que beaucoup des symptômes d'une commotion cérébrale peuvent venir juste des problèmes mécaniques du cou. Alors, je sais s'il y a des praticiens qui m'écoutent, on sait que des fois, juste en traitant la colonne cervicale, on peut avoir des résultats phénoménales avec des commotions. Mais des fois, c'est pas assez. Alors, à part d'avoir l'aspect inflammatoire, l'aspect mécanique, là, on regarde vraiment plus au niveau neurologique, les fils électriques dans le cerveau qui peuvent être affectés. La recherche nous dit, et on le voit en clinique, que souvent, avec des traumatismes à la tête, ou si on se fait brasser le corps et la tête bouge, il y a un aspect de rotation qui se fait au niveau des fibres neurologiques, surtout au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière est un peu la connexion entre excuse-moi, peut-être j'ai pas bien dit, le tronc cérébral. Je voulais dire les fils électriques du tronc cérébral sont affectés. Le tronc cérébral, c'est la partie entre la moelle épinière de la colonne et le cerveau. C'est la partie qu'on a en commun avec tous les animaux. C'est la partie qui contrôle notre respiration, nos battements de cœur, la digestion, tous nos fonctions vitaux. Mm-hmm. Et ce qu'on voit avec des commotions cérébrales, c'est souvent ces fibres-là sont affectées. Alors, la respiration va changer, la pression artérielle peut changer. Alors, on doit souvent viser cette partie-là par rapport aux viscères, les organes. L'autre partie
qui est très importante, qui fait partie du tronc cérébral, c'est les fibres qui contrôlent les mouvements oculaires et le système vestibulaire qui gère notre équilibre. Alors, on doit vraiment regarder comment les yeux bougent et on doit regarder l'équilibre du patient pour avoir un bon diagnostic, voir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de son cerveau. De là, alors ça c'est vraiment à la base, je vous dirais, de chaque commotion cérébrale, ce seraient les 3 choses de base qu'on doit examiner. Et de là, je vais revenir à ce que tu as dit, ça dépend. Alors, chaque commotion peut être un peu différente, puis là, c'est là où on va regarder un peu plus près quelle autre partie de leur cerveau peut être affectée. Puis moi, je me demandais, en ce moment, ce que j'avais vu la dernière fois sur la recherche, ça disait que c'était un peu, les dommages étaient pas mal permanents et cumulatifs. Est-ce que c'est l'état de la recherche encore en ce moment sur les commotions cérébrales? J'en ai fait quelques-unes, mettons, à travers les sports que j'ai faits, c'est des sports de contact. Puis je vois beaucoup d'étudiants qui ont joué au football ou qui ont joué au hockey. Puis est-ce qu'il y a un peu d'espoir pour moi puis pour mes étudiants ou ça faut vraiment éviter le plus possible les contacts à la tête? Il y a de l'espoir et je vous dirais, le plus en santé le cerveau est avant d'avoir une commotion cérébrale, le meilleur le pronostic. Alors, si tu as une bonne cervelle, puis même si tu as eu plusieurs commotions... J'essaie. Ma blonde, ça peut être pas d'accord, mais je règle ça. Tu as une certaine, on peut l'appeler une réserve neurologique qui nous dit que, tu vas peut-être récupérer mieux que d'autres personnes. Et même si il y a des endommages, il y a eu des dommages qu'on peut dire permanents, qui vont pas changer avec le temps, le cerveau est fantastique, est incroyable comment il peut s'adapter. Alors, ça revient encore à cette réserve. Si tu es déjà en santé en rentrant avant d'avoir une commotion cérébrale, ton cerveau va quand même avoir une capacité de bien fonctionner malgré les endommages permanents. L'autre chose que je dois te dire, c'est que j'en ai vu des patients avec des commotions cérébrales de 20 ans qui se sentent jamais pareils depuis, mais on peut quand même faire des choses. Il y a toujours de l'espoir, même si ça fait longtemps, puis même si on pense que c'est permanent, ce n'est pas le cas. C'est encourageant à entendre. Puis, surtout. Oh, ben, non, vas-y, Vincent. En fait, la question que je me posais, c'était par rapport au BDNF, donc l'acronyme de Brain Derived Neurotrophic Factors, que le docteur Paul Mutter décrivait dans un de ses livres comme étant une hormone molécule qui est sécrétée, entre autres à la pratique d'exercices cardiovasculaires. Je sais pas si ça fait partie de vos traitements, de vos thérapies, si vous observez peut-être des meilleurs cas de récupération chez des gens qui ont un background d'endurance peut-être plus extensif. Oui, il y a différentes sortes de patients aussi. Alors, si on voit un athlète, par exemple, qui est motivé à retourner au jeu, l'exercice, c'est une grosse passion pour lui. Il va être plus motivé à s'entraîner, à faire les exercices, les choses recommandées, versus quelqu'un qui a peut-être eu une chute, qui est pas très, fait pas beaucoup d'exercices à la base, qui va être moins motivé à avoir des changements. Ces gens-là sont peut-être un peu plus difficiles à motiver à faire des changements et souvent, pas souvent, mais des fois, ces patients-là sont découragés puis ils disent « Ah non, il y a personne qui peut m'aider ». Puis ils rentrent dans un domaine de dépression qu'on voit des fois avec des commotions cérébrales, surtout s'ils pensent que personne peut les aider. Donc, je trouve ça archi intéressant ce que vous dites, surtout quand vous disiez avec la réserve, plus on a un bon cerveau à la base, mieux on s'en tire. Donc, quand vous disiez plus tôt, le mouvement, c'est extrêmement important pour avoir un cerveau en santé. De façon thérapeutique, j'utilise des exercices avec mes patients. Fait qu'autrement dit, encore une fois, c'est un cas de quelqu'un qui bouge va favoriser sa réadaptation dans un certain paramètre, là, j'imagine. Mais autrement dit, encore une fois, le mouvement, c'est inextricable, il en faut. Absolument. Et on doit dire aussi avec les commotions cérébrales, on doit faire un peu attention parce que si on dépasse les capacités
d'un cerveau qui est endommagé ou en inflammation, on va créer plus de problèmes. Alors quelqu'un... On crée plus d'informations pratiquement. C'est ça, justement. Alors, ce qu'on voit typiquement, le classique avec des commotions cérébrales, c'est je fais un peu d'exercice puis j'ai mal à la tête. Ou si je me concentre trop, j'ai mal à la tête. Ou mes symptômes deviennent pires. Alors, surtout avec des commotions cérébrales, on revient à cette idée de vraiment surveiller les patients de près. On doit marcher avant de courir. Hein? On doit vraiment donner des exercices avec certaines limites, voir comment le corps réagit, voir comment il s'améliore. Si ça va bien, ben super, là on les pousse un peu plus. Puis on fait toujours attention. Moi, j'ai une question on va changer de registre ici, là. Mais ça va venir toucher ma situation personnelle. Dans le fond, moi, je fais du jiu-jitsu brésilien. Je sais pas si vous êtes familier avec le sport. Ouais. OK, bon, ben c'est pour ceux qui ont jamais vu ça, c'est de l'anti-chiropratique, je dirais. C'est des gens qui essaient de désaligner le plus possible le corps de l'autre personne jusqu'à temps qu'elle tape, qu'elle se soumette. Puis moi, ça, est-ce qu'il y a un moyen pour que je garde mon dos en santé? C'est un sport où, tu sais, les gens ont beaucoup de problèmes de dos, souvent on voit des hernies discales. C'est très, très récurrent. Des problèmes qui reviennent le plus, c'est les problèmes de cou qui va faire que les gens arrêtent leur carrière. Puis même, tu sais, dans les sports en général, dans la société, on voit que les problèmes de dos, c'est très, très commun. Là. Fait que est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire de façon préventive pour éviter justement que ma chiro puisse se payer une nouvelle voiture avec mes visites. Là. Je sais pas quelle sorte de voiture qu'elle conduit, là, mais honnêtement, pour moi, la chiropratique, c'est vraiment fantastique, une méthode préventive fantastique, parce qu'on peut justement détecter des problèmes avant qu'ils deviennent des gros problèmes. Il y a un peu de controverse autour de, pour maintenir une colonne, on doit se faire ajuster à quelle fréquence? Il y a des chiros qui vont dire, une fois par semaine. Il y en a d'autres qui vont dire, viens aux 3 mois. Il y en a d'autres qui vont dire, si t'es à l'écoute de ton corps, tu vas savoir quand venir te faire ajuster. Et il n'y a pas malheureusement assez de recherche autour de cette question pour nous dire quelle est une bonne fréquence de maintien pour un athlète ou quelqu'un qui va se blesser souvent ou quelqu'un qui est assis à la journée longue. Alors, je pense que c'est vraiment une question personnelle. Si toi, tu vois que, disons, aller voir ta chiropraticienne te fait du bien, mais tu as des doutes sur la fréquence, je te dirais d'en parler avec elle. Si t'es pas confortable avec ses réponses, trouve-toi un autre chiropraticien, une autre chiropraticienne. Comme dans tout domaine, il y a différentes philosophies, il y a différentes approches. Et surtout en chiropratique, on a tellement de différentes techniques que tu peux aller voir littéralement 25 différents chiropraticiens vont avoir des approches un peu différentes un de l'autre. Bon point. J'avais trouvé une bonne dans le coin, fait que je pense que je vais me mettre ça en note d'aller la visiter bientôt. C'est bien. Ça, c'est précieux. Se trouver un bon praticien, un bon chiropraticien, comme un bon médecin, massothérapeute, etc. Ça, pour moi, ça fait partie de cette équipe de santé, puis l'importance de la santé qu'on a discuté tantôt. C'est une équipe avec du savoir qui peut aider le monde à vraiment vivre une meilleure vie. Puis en termes, disons, avant même que je me rende chez moi, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment, là, est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent être recommandés ou même est-ce qu'il y en a qui sont ça je vois les gens faire ça beaucoup puis c'est terrible, là. Je sais pas, ça pourrait être des squats ou des je viens de faire des soulevés de terre au gym. C'est quoi l'opinion d'un chiropraticien là-dessus? Je pense à la base pour répondre à cette question, on doit être conscient de notre corps. Alors malheureusement, on voit souvent Vincent, t'es entraîneur. Ouais. Je suis sûr que tu rentres dans les gyms des fois puis tu te dis oh my God, hein, il y a du monde qui font des exercices d'une façon mauvaise.
parce qu'ils sont pas conscients de leur corps. Quand on comprend comment qu'on devrait bouger, comment qu'on devrait se positionner pour faire certains exercices, ça c'est à la base de ne pas se blesser, puis d'avoir les bienfaits de l'exercice. Plus loin que ça, si on rentre dans les spécifiques, moi j'aime bien le yoga par exemple, parce que ça amène justement cette conscience. Il y a une emphase sur la conscience de son corps pendant qu'on bouge. Il y a comme un aspect méditatif en même temps. Mais écoute, pour revenir aussi à ce qu'on disait tantôt, un exercice que tu aimes faire. Justement, je me souviens quand j'étais en chiropratique, on avait posé la question à un professeur, c'est quoi le meilleur exercice à faire? Puis il a dit simplement, c'est l'exercice que tu vas faire. C'est les mouvements, les exercices qui nous donnent du bonheur. Ça, c'est les meilleurs à faire. Puis si on est conscient de notre corps, on devrait pas se blesser. C'est un bon message, j'aime ça. Super, ben on peut peut-être passer à quelques petites questions rapides parce que le podcast tire à sa fin puis on essaie d'être aussi respectueux de votre temps. Mais vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous êtes pas intéressant. En fait, faudrait probablement céduler 4-5 autres podcasts pour commencer à gratter la surface. Est-ce que, personnellement, pour votre propre santé neurologique, est-ce que vous avez une diète spécifique que vous suivez? Est-ce qu'il y a des choses que vous évitez ou que vous privilégiez d'une façon ou d'une autre? Moi, je suis la diète paléo. Et j'ai commencé, ça fait peut-être 6-7 ans que je la suis. Et c'était vraiment parce que je voyais des miracles dans ma clinique avec les patients que je leur recommandais de faire cette diète. Alors, graduellement, je me suis dit, hey boy, peut-être je devrais l'essayer moi-même. Puis justement, je me suis senti beaucoup mieux, beaucoup plus d'énergie. Alors, ouais, à la base, c'est ça. Mais en même temps, je suis pas... si je sors dans un restaurant, puis je vois quelque chose qui m'intéresse, puis il y a du gluten dedans, ben je vais me permettre d'en prendre quand même. Alors, je suis pas très strict. On va dire... des occasions spéciales, des gâteaux de fête. Je dirais pas non. J'étais allé, la dernière fois que j'étais allé au pied de cochon, justement, il y avait quelque chose avec du gluten, puis j'en ai mangé, puis j'ai pas hésité une seconde. Ça je peux comprendre. Faut le faire avec le sourire, hein. Ah ouais, je l'ai assumé, ça, c'est correct. Ben, il y avait je sais pas, Guillaume, si t'as écouté, là, au podcast de Joe Rogan, puis de Tim Ferriss, le SEAL, qui s'appelle, mon Dieu, son nom m'échappe. Joko Willink, puis qui disait quelque chose du genre « Discipline is freedom ». Puis, si on extrait le côté patriotique de son affirmation, ce qu'il voulait dire, c'est que dans le fond, la discipline dans son entraînement, la discipline dans son alimentation fait que quand il fait des écarts à l'occasion, ben, c'est pas grave. Son état de santé est tellement bon que c'est pas grave. Il peut se permettre ces petits écarts. Puis, ça, c'est la réserve, hein. Oui, un concept qui revient effectivement, qui pourrait s'appliquer à bien d'autres choses. Côté entraînement, est-ce que vous avez parlé de yoga, est-ce que vous-même vous êtes un pratiquant de yoga? Oui, je fais du yoga trois matins de la semaine. Je cours aussi, ça fait pas mal. Puis je joue au hockey pour le fun, puis pour avoir un peu de social une fois par semaine. Okay. Donc l'aspect course yoga, donc c'est toujours dans l'aspect non seulement santé globale, musculo-squelettique, neurologique aussi, on pourrait dire. Oui, absolument. Ça me donne du bonheur aussi. Alors, ouais, c'est quelque chose. Ça fait bien longtemps que je fais cette routine. Ça me convient bien. Je me sens mieux en les faisant comme ça, et c'est une routine que j'aime. Génial. Puis une des questions qui tue, parce que quand on est paléo, la question qu'on se fait poser à peu près 1000 fois, c'est « Mais qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? » Alors, la patate chaude est dans votre assiette. Qu'est-ce que vous mangez pour déjeuner? C'est très vrai, parce que c'est souvent une question que les patients me posent aussi. Ben écoute, pour moi, c'est simple. C'est des œufs, un peu de jambon ou de la dinde,
des fruits et de l'eau. That's it. Ouais. C'est pas mal mon déjeuner de ce matin, exactement. Ben, c'est excellent. Un petit peu de protéines, un petit peu d'hydrate de carbone, un petit peu de corps gras, j'imagine, pour cuire vos œufs. Exactement. Super. Ben, excellent. Doc, j'aimerais vous donner une petite tribune, peut-être une petite minute. Si vous aviez un message à lancer à l'industrie de la santé, parce que le paysage de la santé est occupé par toutes sortes de praticiens. Bon, les ostéopathes, les physiothérapeutes, les chiro, les médecins qui sont au Québec qui ont une place proéminente, puis Dieu sait que peut-être qu'ils mériteraient d'en laisser un petit peu plus aux autres. Si vous aviez un message que vous pouviez lancer à cette communauté-là, qui serait entendu par tout le monde, est-ce que vous auriez quelque chose de spécial à leur dire? Moi, qu'est-ce qui me vient à la tête et au cœur, c'est de leur dire continuez votre bon travail. C'est vrai que c'est ingrat comme milieu, ça. On a tellement de choses négatives autour de nous, au niveau politique, les nouvelles. Écoutez, pour moi, les praticiens de la santé, c'est du monde de cœur, c'est du monde qui veulent aider leurs collègues, d'autres humains. C'est pas toujours un travail facile, hein. Les relations sociales, ça peut amener énormément de bonheur, mais des fois, ça amène du stress aussi. Alors, on n'est pas toujours dans des situations faciles avec nos clients ou avec nos patients. C'est du travail difficile. On doit étudier si on veut vraiment mieux comprendre ce qu'on fait, si on veut élargir nos connaissances. Alors, je vous salue, je vous dis, je dis à tout le monde, continuez à aider le monde, puis lâchez pas. Génial. Je pense que c'est un mot de la fin qui est très positif parce qu'effectivement, on dira ce qu'on voudra sur les thérapeutes. Ils sont là pour aider leurs patients. Sinon, ils seraient pas dans leur métier. Donc, écoutez, Doc, ça a été un super podcast. Guillaume puis moi, je pense qu'on va prendre des notes. On en a pris plein, puis ça a été super bénéfique pour nous, pour nos auditeurs. Donc, je sais pas si vous seriez intéressé, si vous avez aimé l'expérience, à revenir de façon éventuelle, mais en tout cas, nous, on vous reprendrait avec joie. Ça me fait plaisir. C'était bien le fun. Super. Donc, est-ce que vous avez un endroit où les gens peuvent vous rejoindre si, par exemple, ils sont intéressés, s'ils ont des problèmes neurologiques? Est-ce qu'ils ont des ressources où ils peuvent vous rejoindre? La meilleure place serait mon site web. Je suis pas un gars très Facebook. Alors, le site web, c'est www.drfreud.ca. Alors, D-R-F comme François, R-E-U-D.ca. On va mettre ça dans les notes. Yes, sir. Alors, groupe, excellent. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors, allez donner un petit peu d'amour au Dr Freud. Donc, c'était Vincent Mandeville et Guillaume Lacerte pour Paléo Québec, www.paleoqc.com. Et on vous dit à la prochaine fois.